Bonjour à tous, merci de votre présence sur ce talk du Silmo. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Crouzet, je suis rédactrice en chef de l'Opticien Lunetier, qui est le magazine le plus ancien de la filière. Nous sommes nés en 1925 et nous sortons à l'occasion du salon une toute nouvelle formule que nous avons le plaisir de vous offrir sur notre stand si vous y passez entre le hall 5 et le hall 7. Nous publions chaque année un hors-série qui est consacré à l'optique de sport et donc c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Avec deux invités, Vivien Vasseur. Bonjour Vivien. Tous. Vous êtes coordinateur du centre d'investigation clinique à l'hôpital Fondation de Rothschild. C'est ça, exactement, et responsable de la recherche en ophtalmologie au sein de ce même établissement. Merci de votre présence. Avec moi également Nicolas Lecointre, opticien à Cugnot dans la banlieue de Toulouse. Bonjour à tous, oui. Et vous développez depuis 2018 un espace sport dans votre magasin, qui est un magasin indépendant. Ouais. Voilà. Alors merci à tous les deux d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. Alors je vais d'abord vous citer quelques chiffres pour vous situer le potentiel de l'optique de sport. Il y a un sondage interactif qui a été publié en juillet dernier, donc c'est tout récent, et qui montre qu'aujourd'hui 2 Français sur 3 pratiquent une activité sportive régulière. 53% c'est au moins une fois par semaine. La moitié fait des déplacements réguliers à pied ou en vélo, notamment pour aller au travail. Donc ça peut être considéré comme une activité sportive également. Et 42% pratiquent davantage de sport depuis 3 ans. Et on peut voir là l'effet de la crise sanitaire, effectivement, qui a poussé un peu les gens en dehors de leur maison et aussi du développement du télétravail qui permet de réaliser un peu plus de loisirs, notamment à l'extérieur. Alors dans tous les sports, les pratiquants investissent souvent dans leur équipement, des baskets pour le running, une belle raquette pour faire du tennis. Mais souvent, on voit que les lunettes ne font pas encore partie de cet équipement de sport, puisque selon l'Observatoire de la santé visuelle, 70% des Français ignorent qu'il existe des lunettes spéciales pour pratiquer leur sport. Et 66% pratiquent avec leurs lunettes de vue classiques. Et pourtant, quand ils en ont de ces lunettes de sport, ils sont plus de la moitié à constater une optimisation de leur performance. Alors Nicolas, vous êtes en contact avec des clients en magasin. Est-ce que vous corroborez ces chiffres? Est-ce que vous pensez que la catégorie lunettes de sport est vraiment pas très connue des clients? Oui, en fait, au niveau des clients, on s'aperçoit qu'ils ont une méconnaissance un peu des produits. Et donc on est obligé de les pousser et on argumente un peu par rapport à tout ça. Donc l'effet d'avoir des corners en fait dans le magasin, ça titille un peu leur catégorie, le exactement. Et donc après moi dans le magasin j'ai identifié un peu sur différents thèmes, que ce soit la montagne, tout ce qui est nautisme, la course à pied, les raquettes, voilà. Donc chacun avec un univers. Et ça interpelle un petit peu les gens et donc du coup les gens ne savent pas par exemple qu'on peut faire des lunettes de piscine à leur vue ou des masques sans avoir des budgets non plus astronomiques. D'accord, donc effectivement on parlera tout à l'heure de la valorisation de cette offre. Vous Vivien, donc vous êtes en contact avec des sportifs, vous avez noué un partenariat avec l'INSEP, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en toucher Oui. Oui, donc au sein de... Alors moi je m'occupe essentiellement de recherche, mais par ce biais-là, effectivement, on a été mis en contact... On a essayé de trouver une filière adéquate pour les sportifs de haut niveau de la vision, qui n'existait pas du tout en France jusqu'à présent. Et donc on a noué contact et un partenariat avec l'INSEP pour voir tous leurs sportifs de haut niveau à leur demande, que ce soit pour du soin, de la recherche ou de la performance. Donc là, depuis ce partenariat a été noué en 2022, début 2022, vraiment le partenariat a été signé. On a reçu une centaine d'athlètes jusqu'à présent et à notre grand étonnement, on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup d'entre eux ont besoin d'un équipement optique et surtout beaucoup d'entre eux n'en portent soit pas, soit ne portent pas quelque chose d'adapté. Il y a même des histoires assez drôles à ce sujet, notamment des tireurs de haut niveau qui voient pas bien, quoi. Et effectivement, là j'ai mis une photo de Louise Maraval qui est une jeune coureuse qui court à très haut niveau puisqu'elle est quand même vice-championne de France élite du 400 mètres en salle et qui court avec des lunettes de vue classiques. Donc, vous jugez également que la vision n'est absolument pas prise en compte, y compris pour les athlètes de haut vol? Alors, c'est pas que c'est pas pris en compte, c'est que globalement jusqu'à présent, le sportif de haut niveau s'est concentré, en tout cas toute la recherche, la performance est énormément concentrée sur la biomécanique, ce qui est tout à fait normal. Et il reste effectivement le champ de la vision qui a été quand même pendant... Alors ça commence un peu à venir quand même, il y a quand même quelques études maintenant qui montrent que l'optimisation de la vision et peut jouer ou avoir un impact, en tout cas c'est ce qu'on essaye de montrer au travers d'études.
peuvent avoir un impact donc sur leur performance, mais globalement il y a un champ complet de No Man's Land, et effectivement avec des choses assez particulières. On voit des tireurs notamment qui font du tir de haute performance, qui ont besoin d'équipements optiques pour voir quelque chose. Alors souvent qui ont des lunettes d'ailleurs, des montures type monture d'essai, en tout cas pour avoir des verres. Et j'ai un exemple assez probant d'un très jeune espoir du Pôle France qui avait effectivement un verre avec un astigmatisme. Il ne savait pas du tout, il a trifouillé son verre pour le nettoyer, il l'a remis, l'axe ne le met pas au même endroit, et bizarrement il met tout à 1 mètre de la cible, alors que d'habitude il met tout dedans, et il nous l'envoie pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y arrive pas. Et en fait c'est tout bête, même de l'éducation en fait optique peuvent les aider à augmenter leur performance de façon très très importante, sans même qu'on mette des choses vraiment très hautes en place pour de la performance. En fait, le simple fait de leur expliquer comment marche un verre et comment ils peuvent être améliorés par une simple monture, déjà c'est énorme sur leur performance. Alors Nicolas, pourquoi vous avez décidé de créer vraiment une catégorie sport à part entière? Alors pourquoi? En fait, c'est en 2018, on a refait le magasin. Je faisais déjà de l'équipement de sport, mais c'était vraiment tout petit. Et là, à ce moment-là, on a décidé vraiment de se dédier à ça. Et il y a une opportunité, il y a une demande aussi de la part du client. Et c'est à nous aussi de créer le besoin. D'accord, donc en fait c'est la conjonction des deux facteurs, vous sentiez une demande et puis conjonction vous avez des deux, voilà. De bien mettre en valeur l'offre pour c'est un domaine qui me passionne aussi. Et par rapport à ça, la méconnaissance, et puis ça fait aussi un levier supplémentaire par rapport au magasin au niveau du chiffre d'affaires. Et une compétence complémentaire. Okay. Donc on parlera effectivement de la rentabilité un peu plus tard. Alors là, s'il y a des opticiens, le son n'est pas bon. Voilà. D'accord. S'il y a des opticiens qui nous écoutent et qui ont envie de développer plus la catégorie de sport ou de se lancer, et s'ils ne le font pas, vous leur conseilleriez quoi? Quel est l'espace déjà à consacrer? Là j'ai mis quelques photos de votre point de vente. Voilà. Alors ce que je conseille, moi, c'est pas de faire les choses à moitié. C'est déjà identifier les sports qui peuvent être faits à côté du magasin, en fait. Donc identifier les clubs. Après, il y a peut-être certains sports qui peuvent être un peu plus prédominants que d'autres. Par rapport à d'autres, s'il n'y a pas de piscine dans le coin, c'est sûr que là, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a des choses qui sont très faciles à mettre en place, comme la course à pied, le tennis, toutes ces choses-là. Et il y a de nombreux fournisseurs qui peuvent vous aider justement par rapport à ça, à mettre en place une offre cohérente pour développer ce secteur-là. Alors j'imagine que cette offre, elle doit dépendre aussi de sa zone de chalandise. Dans certaines régions, il y a certains sports qui sont plus pratiqués que d'autres. C'est exactement ça. Donc, nous, sur Toulouse, c'est vrai qu'on a le côté rugby. Après, toute la course à pied, ça, partout en France, il y a des coureurs à pied. Le tennis, c'est pareil. Moi, je me suis aussi spécialisé beaucoup dans le nautisme en faisant. Donc, du coup, je touche pas mal cette catégorie-là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et une éducation aussi au niveau des gens, au niveau de la protection et la vision qui doit être développée, en fait. Effectivement, on voit que vous avez un grand point de vente. Après, est-ce que les opticiens, notamment à Paris, qui ont des surfaces plus petites, genre 50 mètres carrés, peuvent se permettre? Tout le monde peut se permettre. Après, il faut avoir une offre cohérente. Comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir une monture de chaque, parce que même si on peut dire la monture, allez, je peux vous la commander, c'est vraiment ne pas faire du picking un petit peu. Il faut vraiment vouloir développer ce secteur et pas le faire à moitié, en fait. Est-ce qu'on peut s'improviser, être un opticien du sport, ou est-ce qu'il faut des formations? Alors j'ai démarré un peu sur le tas. Après, on se forme au quotidien. Je prends par exemple dernièrement, il y a 2Mètres qui proposent aussi des formations. Il y a d'autres fournisseurs sur lesquels on apprend. Après, j'apprends la connaissance avec mon confrère. Donc du coup, on peut se mettre en relation avec des orthoptistes. Là, à côté de chez moi, j'ai une orthoptiste qui commence justement à se dédier à faire de l'optique de sport en tant qu'orthoptiste avec tout ce qui est Stade Toulousain. Donc après, c'est des pistes de développement à avoir. Alors Vivien, vous, quand vous constatez un trouble visuel mal corrigé, voire non corrigé chez un athlète, comment vous procédez? Vous faites vous-même des examens? Vous l'envoyez chez un opticien spécifique? Non, alors nous, on a un énorme pôle de recherche et un énorme pôle de performance au sein de la Fondation Rothschild qui a été mis en place. Donc bien sûr, nous, on prend en charge notamment toute la traumato, toute la performance, tout ce qu'on peut améliorer. On fait effectivement, alors
on n'a pas d'équipement sur place. Hein. Bien sûr que si on a besoin d'une monture et de correction ou de l'ortho-kérato ou toute autre chose, après on va le rediriger vers des opticiens. On n'a pas encore monté de filière spécifique parce qu'on n'a pas encore recensé forcément des opticiens spécialisés dans le sport. Donc déjà, je pense que ça serait quelque chose qui serait pas mal en fait à avoir. Hein, alors là, je parle pour la région parisienne. On arrive toujours à trouver quelqu'un, mais effectivement, si je cherche à annuaire opticien spécialisé sport, je suis pas sûr de tomber sur quelque chose. Après, on a tous nos opticiens un peu historiques, en tout cas sur Paris, des grandes enseignes où on en voit déjà sur de la basse vision et qui normalement, souvent aussi des grosses enseignes et ont souvent aussi un corner sport. Donc généralement, c'est un peu vers eux qu'on se tourne, mais il n'y a pas vraiment de choses établies là-dessus encore. On est vraiment au balbutiement de cette filière santé visuelle sport. Il y a un énorme potentiel. Et quand vous recevez un sportif, vous lui faites des examens en particulier qu'on ne ferait pas sur un porteur lambda? Alors, par exemple, en termes de profondeur de champ de vision, la vision périphérique? Alors, déjà on cible par rapport à ce qu'on nous l'envoie. Si je reçois un boxeur qui vient pour une fracture du plancher ou un traumatisme direct, je ne vais pas forcément lui faire la même chose qu'effectivement un tireur qui vient pour optimiser sa vision ou ne serait-ce que vérifier qu'il voit bien. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de fédérations qui n'ont aucun texte écrit ou aucune recommandation spécifique sur la vision de leurs sportifs. Donc c'est un peu du cas par cas. Alors il y a des fédérations où c'est obligatoire, comme la boxe, tous les sports de contact, etc. Pour ce qui est des rugbyman, parce qu'on a aussi signé un partenariat avec le Racing 92, on travaille maintenant depuis 2 ans avec eux. Ils nous les envoient par exemple parce que tout simplement, comme vous et moi, à un moment donné, un sportif reste un humain comme un autre, il peut avoir mal à la tête, il peut avoir une fatigue visuelle. C'est pas forcément non plus que pour de la performance qu'on nous les envoie. Et quand c'est pour de la performance, généralement tout ce qu'on fait de façon normale pour un patient, on va dire normal, suffit amplement. Alors après, effectivement, chez par exemple le tireur de haut niveau, souvent ils ont quand même une vue de dingue, faut une acuité visuelle extraordinaire, et là nos examens sont même limités généralement pour pouvoir faire des recommandations encore sur ce qu'ils ont besoin. Ils sont tous à 20 dixièmes, ils ont tous des champs visuels excellents, des sensibilités rétiniennes affolantes. Ah oui, ils ont des... Ouais, là, justement on est en train de monter une étude sur la densité des photorécepteurs chez ces athlètes-là pour voir s'il y aurait une différence avec la personne lambda. Parce qu'en fait il faut savoir que globalement tout ça est venu de ça, c'est que quand on fait de la recherche, on cherche toujours à avoir un groupe témoin. Et la première étude qu'on a faite, c'était chez des marathoniens. On s'est dit que ce serait bien de les comparer par rapport à des gens qui ne courent pas, en tout cas ou qui sont des coureurs à un certain niveau. Et qu'est-ce qu'on peut comparer, comment on peut regarder. En fait, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de base normative, ne serait-ce que du sportif de haut niveau. On ne sait pas si naturellement leur œil est fait comme vous et moi, par exemple. Et donc tout ça déjà c'est un gros travail qu'on essaie de mettre en place, de recueillir énormément de données pour voir si déjà un sportif de haut niveau il n'a pas un œil anatomiquement qui est le même que le nôtre. Ce qui n'est pas dit d'emblée en vrai. Nicolas, donc ça fait 5 ans aujourd'hui que vous vraiment développez ça de manière beaucoup plus aboutie. Est-ce que c'est rentable? C'est rentable, après il faut... c'est beaucoup plus, c'est chronophage, mais c'est très intéressant. Après, il faut faire son trou par rapport à tout ça, et ça prend de plus en plus d'impact dans le magasin. Là, je dois être à peu près entre 5 et 6% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Il faut se faire connaître, donc vous communiquez auprès des fédérations sportives, des clubs de sport locaux. Alors, il y a tout ce qui est clubs locaux. On peut avoir aussi des partenariats auprès de magasins spécialisés aussi, sur lequel je suis en contact. Et puis après, c'est tout ce qui est réseau aussi, parfois tout ce qui est ophtalmo, délégués médicaux aussi, sur lequel on peut développer un peu ce développement du sport en fait. En termes de nombre de lunettes de sport que vous vendez par mois, est-ce qu'on peut le chiffrer? Ça peut être aléatoire. Après, il y a des moments où on va en vendre beaucoup plus, d'autres un petit peu moins, mais après, c'est en moyenne, je vais dire, c'est peut-être 2 à 3 par mois. 2 à 3 par mois, donc on reste sur des volumes assez faibles. Ouais. Et quel est le client type finalement de ce type de lunettes? C'est le sportif qui est vraiment déjà, qui reste amateur, mais voilà, qui est très pratiquant. C'est celui qui débute et qui a vraiment envie d'avoir le nec plus ultra de l'équipement.
Non, alors on va avoir différents profils. Soit il y a vraiment le problème d'amétropie et là il y a vraiment d'un besoin spécifique. Après on peut le conseiller soit en lunettes, soit après tout ce qui est lentilles aussi. Donc il ne faut pas oublier le port des lentilles. Après on peut avoir le sportif qui a envie d'optimiser un peu tout ce qui est performance visuelle. Après avec l'inverse, avec différents filtres qui peut l'améliorer. Tout ce qui est dans les sports nautisme, par exemple, tout ce qui est polarisé, dans certains cas, on va l'enlever parce que ça peut gêner certaines choses. Est-ce que le prix est un frein ou au contraire, finalement, c'est un achat plaisir pour un sportif ? Le prix peut être un frein aussi par rapport à certains, ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de prise en charge ni par la Sécu, ni par les complémentaires santé. Parce que souvent, ce sont des gens qui portent déjà un équipement optique qui est déjà pris en charge par les complémentaires. Et donc du coup, on peut mettre après en place, on peut avoir des forfaits adaptés justement avec les verriers par rapport pour les équiper. Ouais. Est-ce que c'est un équipement que vous vendez seul ou en général en deuxième paire valorisée ? Est-ce que vous faites des offres en particulier ? Soit ça peut être seul, mais la plupart du temps, ça peut être en offre valorisée. Ouais. D'accord. Et si on doit donner comme conseil aux opticiens de sortir un argument vraiment choc pour convaincre le client de s'équiper en lunettes de sport, ce serait quoi ? Ça peut être la protection déjà, et puis l'amélioration des performances, et puis le bien-être aussi pour être dans son sport. Celui qui va courir, qui voit ou qui tire et qui ne voit pas forcément bien, il ne va pas être à l'aise dans son sport. Et du coup, rien que le fait d'avoir une correction visuelle peut lui améliorer toutes ses performances. Alors effectivement, il y a le côté correction visuelle, Viviane, mais il y a aussi la protection, puisque je crois que la majorité des dommages oculaires sont liés au sport quand même. Oui, je crois que c'est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 40% des traumatismes oculaires qui sont liés à une activité sportive. Et qu'on sait surtout que 90% de ces atteintes oculaires auraient pu être évitées par le port d'un équipement spécifique. Donc ce qui est assez énorme. Donc en fait, et là c'est formidable pour un opticien, je dirais, parce qu'on touche aussi les émétrantes finalement. Oui, et puis alors effectivement il y a toute cette protection, il y a aussi toute la protection, on n'y pense pas trop, mais il y a un ancien footballeur très connu qui fait beaucoup de surf, vous regarderez la prochaine fois que vous voyez passer à la télé, et qui a un ptérygion en fait, qui a un recouvrement de sa conjonctive par la cornée, de la cornée par la conjonctive, excusez-moi, et qui est typique, c'est la maladie du surfeur en fait, liée à l'exposition lumineuse intense et aux projections d'eau salée en fait. Les navigateurs aussi en sont beaucoup sujets. Et en fait, il y a tout un... Alors là, pour le coup, il y a un pan énorme pour ceux qui sont sur la côte basque. Essayez de refourguer vos lunettes à tous les surfeurs de la plage parce que globalement, c'est bien les protéger. Et ça, il y en a énormément. C'est vraiment la maladie du surfeur. En préparant cette émission, on avait eu... Enfin, vous m'avez dit qu'effectivement, on arrivait sur certains sports au taquet de l'optimisation des performances musculaires, articulaires, etc. Et que la vision pourrait être finalement le dernier dopeur de performance qu'on pourrait utiliser en allant un peu plus loin. Où est-ce que ça en est, ça ? Ça en est qu'il y a pas mal d'études là-dessus, alors qui sont assez... disons qu'il y a beaucoup de frétillements autour de ça. D'ailleurs, j'ai des collègues qui se lancent là-dedans. Il y en a beaucoup, on en parlait encore tout à l'heure sur l'optimisation de l'attention visuelle, etc. Sur le sportif de haut niveau. Effectivement, on s'est aperçu pour un sportif de haut niveau que tout ce qui est, je vous le disais tout à l'heure, toute la biomécanique a été quand même bien déjà cherchée. Tout ce qui est équipement et amélioration de l'équipement sportif en soi, que ce soit les chaussures, etc. On en est même à un pas maintenant, on se demande si c'est pas du dopage technologique. Et en fait, là où il y a un champ énorme et qui n'a pas été encore exploité, effectivement, c'est la vision et le neurovisuel. Donc il y a beaucoup de choses en cours en ce moment là-dessus. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus. Alors beaucoup plus outre-Atlantique, notamment à l'INS Québec, qui est le penchant de l'INSEP, mais version Québec, qui travaille dessus depuis une dizaine d'années. Mais globalement, on arrive à montrer qu'on peut augmenter des performances sur des tests, qui soient visio-attentionnels ou de vision chez le sportif, mais on n'a pas encore prouvé que ça avait un réel ruissellement vers leur performance sportive sur le terrain. Et ça, c'est un peu le gros défaut de ce genre de choses et qu'on aimerait mettre en lumière. Donc, de même, on ne sait pas s'il y a des entraînements cognitifs spécifiques. On se pose tous la question de savoir si réellement cette rééducation spécifique cognitive a un intérêt par rapport ne serait-ce qu'à jouer à la console de jeu, ou à jouer au poker. Par exemple, on tombe tous sur Neymar en disant qu'il fait du poker, que c'est pas bien et qu'il joue aux jeux vidéo, mais c'est peut-être lui qui a vraiment trouvé la bonne solution pour avoir une vision du jeu.
parce que par là, il fait travailler ses fonctions cognitives supérieures, et quelque part, c'est peut-être pour ça que c'est un très bon joueur de foot finalement. On va pas le dire aux enfants qui passent déjà trop de temps devant les écrans. Bah peut-être que finalement, c'est pas si mal que ça. Est-ce que les opticiens, dans votre travail, ont un rôle à jouer pour vous aider, notamment pour remonter des données, des informations de leurs clients qui s'équiperaient, qui sont pratiquants assez réguliers? Oui, bah, à mon avis, il y a une sorte de... L'opticien, à mon sens, mais c'est mon propre avis, devrait nous donner, nous éduquer en fait, sur les moyens qu'on peut prendre, qu'on a nous à disposition à proposer après aux sportifs, qu'ils soient sportifs ou sportifs de haut niveau. Un exemple tout bête, moi je suis orthoptiste de formation. Ça fait une dizaine d'années que j'en fais plus, mais je suis baigné quand même de ce monde dans l'ophtalmologie depuis une vingtaine d'années, et maintenant en recherche depuis 10 ans. Et par exemple, je ne connaissais pas les lentilles photochromiques il y a de ça 2 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Et c'est un opticien qui me dit mais si, il y a ça. Bon, pas du tout. Et finalement, ça c'est tout bêtement, voilà, moi j'étais pas éduqué, je ne connais pas tout ça. Nous on n'a pas forcément accès, en tout cas moi en recherche, j'ai pas un représentant de l'optique qui vient me voir chez moi me disant j'ai telle solution. Et donc il y a ça à faire remonter. Il y a aussi tout ce que, de même, moi je connais pas tous les équipements spécifiques, globalement, même sur une monture de lunettes qui pourrait être spécifique à un sportif de haut niveau, je le connais pas. J'en vois tout naïvement à quelqu'un, mais j'ai pas de retour réel là-dessus. Donc ça, il y a des choses certainement à faire dans ce sens-là. Et inversement, je pense aussi qu'il y a de l'éducation à donner des ophtalmos, un ruissellement vers orthoptistes aussi, aux ophtalmologistes, vers les opticiens pour donner justement les demandes et des choses spécifiques. Donc c'est un beau sujet de coopération. C'est un énorme sujet. L'orthokératologie par exemple aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé dans le sport de haut niveau, ce qui est dommage. Alors il y a quelques-uns, on ne citera pas de noms qui en ont recours, mais il y en a énormément. Vraiment, le champ des possibles est immense. On a tous vu, là c'est la Coupe du Monde de rugby. Je vous invite tous à regarder un match. Il y a bien un joueur qui va faire tomber sa lentille, la ramasser dans l'herbe, la lécher, la remettre dans l'œil. C'est sûr et certain. Et ça, par exemple, voilà, ces gens-là, alors ils ont pas forcément, on ne pourra pas leur mettre un équipement optique, ou sinon il faudrait qu'il soit spécifique, en tout cas en monture. Mais par contre, l'orthokératologie pourrait marcher. Donc ça, il y a énormément de choses à faire, de ruissellement d'un côté comme de l'autre. Vous en faites de l'orthoca, Nicolas? Non, c'est pas une pratique que j'ai par rapport à tout ça avant. D'accord. Quel est le panier moyen d'un équipement de sport, une fourchette? Alors, sur un équipement de sport, on va démarrer aux alentours d'une centaine d'euros. Donc, ce n'est pas non plus des budgets trop excessifs. Donc, aux alentours d'une centaine d'euros. Après, selon les équipements, on peut monter à 500, 600, 700 euros, mais vraiment sur des choses beaucoup plus spécifiques. Est-ce que vous conseilleriez aux opticiens de se positionner sur ce segment maintenant alors qu'il risque d'avoir une demande croissante avec les JO? On sait toujours qu'il y a beaucoup d'inscriptions dans les clubs de sport après les grands événements sportifs. Il faut espérer. Après, chacun doit faire son trou. Est-ce que c'est des choses aussi qui sont sur lesquelles aussi il faut être intéressé par rapport au domaine? Et ce sera ma dernière question. En termes de tranche d'âge de clients, est-ce qu'il y a une cible particulière à travailler? Non, toutes les tranches d'âge, que ce soit du junior à la personne de 40-50 ans jusqu'au senior, tout le monde peut pratiquer du sport et tout le monde peut avoir un défaut visuel. Donc ça se corrige. D'accord. Okay. Et donc vous confirmez, on peut se lancer finalement avec juste un fasting pour commencer et puis mettre en avant donc les sports les plus pratiqués, ce sera le running, le vélo, lunettes de running, Après, vélo. Après, il y a certains sports qui peuvent être plus... Il faut analyser sa zone de chalandise. Est-ce qu'il y a des piscines à côté? Est-ce qu'il y a des cours de tennis? Est-ce qu'il y a du sport? Il y a certains sports qui vont nécessiter des équipements optiques et d'autres où ça va être interdit. D'accord. Bon, effectivement, là, j'ai le classement des sports les plus pratiqués en nombre de licenciés. Donc tout le monde n'appartient pas à un club avec une licence, mais c'est d'abord le football. On a quand même plus de 2 millions de licenciés en France. Ensuite, le tennis, l'équitation, le basket, le judo, le hand, le golf, la natation, le rugby et l'athlétisme. Et finalement, je crois que dans tous ces sports-là, on peut porter des lunettes qui vont à la fois protéger et corriger la vision. On peut voir, voilà, on peut porter ce genre d'équipement. Après, c'est vrai que dans le monde des professionnels, on voit très peu de sportifs de haut niveau porter justement des équipements optiques. Tout à fait. Alors, et justement, alors ça c'est un autre type d'étude qu'on est en train de faire à l'heure actuelle avec l'INSEP. Justement, c'est essayer de recenser les besoins et les habitudes visuelles d'un sportif de haut niveau. Et effectivement, il y en a quand même
plus de 60%, c'est peut-être même plus, qui ont besoin d'une correction, qui ne la portent pas pendant le sport. Alors soit par gêne, soit par peur de se faire, soit parce qu'effectivement ils ne supportent pas des lentilles par exemple. Et par exemple au rugby c'est très compliqué d'avoir un... Alors ça existe, hein, c'est validé maintenant par la Fédération française de rugby. On peut porter des masques spécifiques pour se protéger, mais c'est pas du tout le cas. Alors soit ils sont en lentilles, soit ils sont en rien du tout, ce qui est quand même assez étonnant, mais souvent ils sont en rien du tout. On a j'ai vu une judokate là il n'y a pas longtemps qui en fin de match a toujours une espèce de sensation de fatigue visuelle parce qu'il y a quand même une grosse concentration, hein, mine de rien, pendant un match à haute intensité, et qui est hypermétrope de +3 je crois, avec un stigmatisme de -2 à peu près, et qui ne porte rien quoi. Parce qu'elle se dit bon, un combat c'est 1 minute 30, mais finalement à l'entraînement elle ne les porte pas, pendant ces matchs elle ne les porte pas. Alors on essaie les lentilles, elle ne supporte pas, donc on va essayer l'orthokératologie, on verra si ça marche. Mais effectivement, il y a un tas de choses à faire. Ouais. Et au-delà de l'aspect purement financier, c'est une grosse valorisation de l'image, j'imagine, de l'opticien. Oui, après on monte sa spécificité, donc après on travaille aussi sur tout ce qui est examen de vue, on peut travailler sur l'adaptation lentilles, donc c'est des choses, des cordes supplémentaires à notre arc. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, alors moi c'est pareil, je vois ça de l'aspect extérieur, hein, moi étant non opticien, mais je me dis qu'un opticien qui ramène ça, quoi, j'ai l'impression en tout cas que ça amène plus de réflexion pour adapter le produit aux sportifs que simplement mettre une paire de lunettes à une personne lambda alors sans être du tout péjoratif, hein, à un employé de bureau, quoi. Je pense que c'est pas du tout la même démarche et la même façon de faire les choses. Alors peut-être que je me trompe, hein, je suis pas du tout opticien. Peut-être qu'on met tout autant de cœur à équiper quelqu'un qui travaille devant son ordinateur qu'un sportif de haut niveau, mais je pense qu'il y a plus d'enjeux quelque part à trouver le bon équipement qui correspond au sport que quelque chose qui me semblerait normal que vous faites tous les jours, quoi. Après je me trompe peut-être. Hein. L'image renvoyée auprès du public et des ophtalmologistes et des orthoptistes fait qu'effectivement cet opticien-là est un vrai professionnel de la vision qui s'y connaît. Oui, il y a ça. Déjà, effectivement, parce que ça montre quand même un certain savoir-faire. Hein. Je pense qu'on enverrait vers n'importe quel opticien, ce qui n'est déjà pas vraiment le cas en vrai. Hein. On a tous un peu nos filières. Mais d'autant plus, effectivement, si on sait qu'il équipe très bien un sportif. Alors pour moi, encore plus, parce qu'on s'occupe de sportifs de haut niveau, je pense qu'effectivement, j'aurais plutôt tendance à lui envoyer tous mes patients, que ce soit sportifs ou pas sportifs d'ailleurs, vers cet opticien, c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas? Merci. Donc merci des conseils que vous avez donnés aux opticiens présents et je vous souhaite un très bon salon. Merci encore. Merci à vous.